Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième édition de La Claque, le rendez-vous des entrepreneurs hors du commun qui ont un point GPS loin et qui se posent les bonnes questions pour ne pas subir l'avenir et qui l'imaginent et qui le pensent jour après jour. Aujourd'hui, pour cette deuxième édition de La Claque, nous avons choisi un thème qui peut sembler être un thème bateau, celui de la mondialisation. Et pourtant, ce thème-là, aujourd'hui, au travers du livre de Dominique Maucly, président et directeur général de Terega, nous allons le retraiter au travers de ce titre, la mondialisation décompressée. Alors, pour traiter de ce sujet, vous pourrez nous poser vos questions en direct tout à l'heure au moment d'une séquence dédiée à cela. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dès maintenant. Et pour traiter ce sujet, nous allons accueillir sur le plateau Dominique Maucly, auteur donc du livre La mondialisation décompressée, président directeur général, je le disais, du groupe Terega, et Patrice Béguet, directeur exécutif de la communication et BPI France Excellence au sein de BPI France. Galia, vous présentez le plateau, je vous cède la parole. Un très bon débat à tous les trois. Merci. Bonjour à tous, merci Alexandre. Je suis très heureuse d'être avec vous deux aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre ouvrage, Dominique, La mondialisation décompressée. Dominique, vous êtes un vrai patron et représentant de l'industrie française. D'ailleurs, dans votre parcours, vous êtes passé par Sagem, vous êtes passé par Areva et depuis 2017, vous êtes donc président et directeur général de Terega. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, Terega, c'est une entreprise de taille moyenne, qui est surtout une entreprise de territoire. Donc en fait, quand je suis allé chez Terega, j'ai relevé un défi qui est de démontrer que les entreprises de territoire ont une vraie valeur pour l'économie au sens large. Alors bien évidemment, c'est une entreprise de réseau, elle a aussi ça dans ses gènes, et une entreprise de réseau, c'est aussi une entreprise de lien. C'est-à-dire qu'on amène de l'énergie au travers de nos infrastructures auprès des industriels, des sociétés de services. Donc en fait, on est au cœur d'un système, c'est un petit peu comme un être humain, on est le réseau sanguin régional, et ça, c'est une position unique, et c'est ça ce qu'on peut valoriser, en tout cas, ce qui m'a donné l'idée, en particulier, d'écrire ce livre dans les circonstances actuelles. Très bien, merci Dominique. Patrice, Terega est un vrai accélérateur de la transition énergétique et écologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la position de BPI France en matière de climat ? Alors, comme vous le savez, Nicolas Dufourcq, dès le début de cette année, a positionné BPI France justement comme la banque du climat. Le climat, en fait, c'est plus qu'une priorité, c'est une nécessité pour chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes, on le voit ici, même en dehors de ce plateau-là, tous engagés, tous mobilisés. Les entreprises qui nous écoutent, qui nous voient, doivent accélérer leur transition. C'est capital. Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, et tout le comité exécutif de BPI France, autour d'Anne Guérin, Pascal Lagarde et toutes les équipes qui travaillent sur le sujet, sont très mobilisés. En fait, on a créé, comme vous le savez, cette communauté du coq vert, et également tous ces ambassadeurs, des gens des territoires, qu'on appelle les éclaireurs. Et ça, c'est une force importante. Autre force, ce sont nos jeunes. Et nos jeunes, on a créé également le volontariat territorial en entreprise, que vous connaissez bien, ma chère Galia. Nous avons créé également le VTE Vert pour recruter un jeune talent dans chacune de vos entreprises pour développer ou tout simplement accélérer votre transition. Ça, c'est quelques éléments du programme de BPI France en tant que banque du climat. Merci Patrice. Dominique, nous allons passer à votre ouvrage « La mondialisation décompressée ». Vous êtes un véritable expert de la transformation des entreprises. D'ailleurs, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Donc, aujourd'hui, vous êtes à votre 4e ouvrage, donc la mondialisation décompressée. Est-ce que vous avez la possibilité, enfin, vous allez nous l'expliquer tout de suite, quelle est la genèse de cet ouvrage ? En fait, la genèse, elle part de l'entreprise au départ. C'est-à-dire que vous avez raison de dire que je suis surtout un expert de transformation d'entreprise. La transformation d'entreprise, ces dernières années, elle passe par le terrain, par l'intelligence des collaborateurs, par l'utilisation des outils qui sont les outils nouveaux, digitaux, etc. Et donc, l'essentiel de l'intelligence de l'entreprise, elle repose sur chacun des individus. Eh bien, la mondialisation, c'est pareil. Le modèle de mondialisation d'autrefois, c'est un modèle centralisé dans lequel on a dupliqué le modèle industriel intégré qu'on a étendu à l'ensemble de la planète. Et au travers de la crise qu'on a vécue, on s'est rendu compte que ce modèle, il a certaines faiblesses et qu'il a besoin justement de redonner de la liberté au terrain, au territoire, aux entreprises. Et quand je dis liberté, liberté
pour une plus grande résilience, et puis parce que l'innovation, elle est là, elle est sur le terrain. C'est pas de façon centralisée qu'on va créer le monde de demain. C'est tous ensemble. Et c'est ça ce que j'ai voulu écrire dans Mondialisation décompressée, c'est-à-dire c'est la mondialisation, ça il ne faut pas la remettre en cause, parce qu'elle nous a apporté le progrès, l'innovation. Si on est capable de développer aujourd'hui les vaccins aussi vite, si on est capable d'aller sur Mars, il faut garder tout ça, c'est super. Mais en même temps, il y a une telle énergie disponible pour transformer l'ensemble de la société sur le terrain qu'on ne peut pas se passer de ça. Et on ne peut pas opposer les deux modèles. Les deux modèles sont complètement complémentaires. Très, très intéressant, Dominique. J'en profite pour dire à l'ensemble de nos auditeurs de ne pas hésiter à poser vos questions directement sur le chat qui est prévu à cet effet. Patrice, quels sont les points à retenir de cet ouvrage pour vous ? Alors, vous savez, quand on lit ce beau livre, j'allais dire ce modèle de livre, quand on voit mondialisation décompressée, en même temps, quand on voit la dynamique de notre État, du président de la République, du gouvernement, de aussi développer beaucoup de fabrication, d'industrie dans nos territoires, c'est ce que tu disais, la liberté terrain. J'ai envie de vous dire que ce livre, en fait, est tout simplement précurseur d'avant-crise. Et on a la chance d'avoir Dominique, qui est un entrepreneur que je qualifie hors norme, qui a toujours pas un, pas deux, mais des coups d'avance. Et en fait, s'il y a des mots à retenir dans ce livre-là, c'est à la fois, quand on veut parler de relance, il n'y aura jamais de relance sans confiance. Donc le premier maître mot, c'est la confiance. Le deuxième maître mot que j'aimerais dire, c'est l'engagement. L'engagement, comme le disent les anglo-saxons, en particulier, à travers un mot qui s'appelle commitments. C'est un engagement profond. Et puis bien évidemment, on le voit à travers Dominique Maucly et son livre, beaucoup de leadership et beaucoup de terrain. Et je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais quand on voit mondialisation décompressée, moi j'ai envie de vous dire nationalisation décomplexée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de porter haut et fort les couleurs d'une chemise française, de boutons de manchette français, de montres françaises. Parce que, on le voit aujourd'hui, nos énergies créatrices qui sont dans nos territoires méritent d'être exportées. Si vous me permettez, Galia, l'international est aujourd'hui fondamental dans les entreprises. On leur dit souvent, et notamment Pedro Novo, le directeur de l'international chez nous, dit souvent, il y a 1 ou 2, 3, 4, 5% de votre chiffre d'affaires que vous allez faire sur le territoire national, mais vous avez 95% à faire à l'international. Tu l'as vu dans ta vie précédente. Et donc, entrepreneur, le message qu'on faisait passer, qui est un peu provocateur, hein, mais on est un petit peu comme ça chez BPI France, toujours cash, c'est allez vous faire voir ailleurs. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il faut montrer aujourd'hui ce que vous faites à l'international. Et aujourd'hui, il y a un double frein à l'export. C'est pour ça que ce livre est vachement important. Il est à la fois psychologique, et puis depuis le mois de mars 2020, il est sanitaire. Mais il faut casser ces tabous-là. Et donc, s'exporter, j'allais vous dire, c'est un peu comme un vaccin, le vaccin pour la prospérité, pour la durabilité. Et grandir, en fait, c'est aussi partir. On le dit souvent à nos jeunes, il faut que vous ayez une expérience à l'international. L'export est nourricier, il est fort. Donc, entrepreneur, l'export fait vivre. Et on se donne 2 objectifs. Et on le ressent dans ce livre-là. C'est d'abord devenir les boosters de l'international, parce qu'on apprend aussi beaucoup de l'international, et transformer un petit peu ces mentalités vis-à-vis de l'export. Moi, j'adore ceux qui partent à l'attaque des géants, parce que ceux qui partent à l'attaque des géants, vous le voyez dans notre réseau BPI France Excellence, c'est la France de demain. Et j'adore cette France. Merci Patrice. Effectivement, c'est très pertinent. Donc, oser l'international. Dominique, je vais citer votre ouvrage. Vous dites une mondialisation mieux équilibrée en laissant plus de place aux régions, ou encore il faut réamorcer cette pompe industrielle dans les régions. Donc, si je comprends bien, il faut régionaliser l'industrie. Effectivement, en fait, il faut surtout que les régions prennent leur destin en main. En France, tu parlais, Patrice, de nationalisation. Oui, mais en France, on a des visions descendantes. La vision descendante, c'est un des éléments de la richesse d'un pays. Mais si, au niveau du terrain, on n'imagine pas ce que le terrain peut être demain, eh bien à ce moment-là, on est dépendant uniquement de la vision nationale et on n'arrive pas à construire cette espèce de diversité locale qui fait la résilience du terrain et son intelligence. Enfin, concrètement, toutes les entreprises locales ont des liens entre elles et il faut pouvoir réunir ces liens. Et c'est les mouvements qui ont lieu en ce moment, par exemple, autour de territoires d'industrie, parce que ça permet de créer des écosystèmes, de se faire connaître, de regarder comment ensemble on peut faire des choses, comment on peut aller plus vite. Et c'est ça ce que j'aimerais qu'en France, on fasse un petit peu mieux que ce qu'on a fait dans les années passées, c'est
régionaliser, ou en tout cas ce sentiment économique que l'économie locale est vitale, on l'a vécu, on l'a perdu, il faut maintenant le recréer, et les mouvements qu'on voit maintenant depuis 5 ou 6 ans vont dans ce sens-là, et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Donc oui, régionalisons l'économie, faisons en sorte que chacune des régions considère que son économie est au service de l'économie nationale, mais aussi de sa résilience locale. Merci Dominique. Ce qui me permet de faire tout de suite la transition vis-à-vis de Patrice. Patrice, vous nous dites tout le temps, très souvent, lors de vos interventions, les énergies créatrices sont dans les territoires. D'ailleurs, vous êtes un fervent défenseur et ambassadeur de la French Fab. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus ? Alors, territoire French Fab, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Moi, d'abord, on en a beaucoup parlé des héros sanitaires durant cette période-là. Je voulais aussi rendre un grand hommage aux entrepreneurs, aux femmes et aux hommes qui entreprennent. Dans le monde de l'industrie où ça n'a pas été facile, rendre hommage également à nos élus, les présidentes et les présidents de région, les maires, les présidents de département. C'est une force incroyable, ce que nous avons en France. Nos territoires. Les énergies créatrices, oui, elles sont nos territoires. Alors la French Fab, en fait, c'est le grand frère ou le petit frère, comme vous voulez, de la French Tech. French Tech qui avait été lancée ici au tout début de BPI France. D'ailleurs, je vois une affiche ici où il y a marqué French Tech juste derrière toi. Yes, we can. Je me rappelle, c'était au tout début de BPI France. C'était 2013, si je ne me trompe pas. Et en 2017, nous avons créé l'étendard de l'industrie française, qui est un véritable mouvement, en fait. Et je me rappellerai toujours, c'était, si je ne me trompe pas, c'était en octobre, au ministère de l'économie et des finances, avec Bruno Le Maire, notre formidable ministre, et également Agnès Pannier-Runacher, donc, qui est notre ministre de l'Industrie, qui ont eu l'idée, avec BPI France, avec Nicolas, de créer cet étendard. Cet étendard, pourquoi ? Pour fédérer. Comme tu le disais tout à l'heure, pour transformer et surtout redonner envie de l'industrie, et en particulier à nos jeunes. Et donc, il y a 4 piliers derrière la French Fab. Il y a l'industrie du futur, important, avec les vitrines, avec tout ça, la transition écologique, dont on a parlé au tout début, bien évidemment, l'export, je vous en ai dit quelques mots, qui est vital, hein. L'export fait vivre, et puis l'emploi. Aujourd'hui, quand on entend parler de plein emploi, on vous dit c'est impossible. Non, impossible n'est pas français. Impossible, par contre, sera toujours français. Et donc, l'accélération, en fait, de la French Fab, elle va passer, vous avez raison, Galia, par les territoires et par les ambassadeurs que je salue de la French Fab, de tous les territoires, qui sont des gens généreux et qui ont envie que l'industrie revive tout simplement. Et c'est pour ça qu'à partir du mois de septembre de cette année, nous reprenons, après la tournée d'été dont on parlera peut-être tout à l'heure, nous reprenons ce Tour de France avec le French Fab Tour à travers toutes les régions de France. Merci Patrice. Alors moi, quand on parle de French Fab, je pense également à notre jeunesse, qui est l'avenir. Là-dessus, est-ce que vous pouvez effectivement nous expliquer le rôle de ces jeunes dans ces industries de la French Fab, dans nos PME? J'essaie de retrouver la baseline qui est derrière, elle n'est pas là, mais c'est pas grave. Dessous BPI France, vous allez servir l'avenir. Servir l'avenir, c'est la jeunesse. Je vous dis souvent au niveau des équipes, moi ma vie elle est derrière moi. Moi ce que j'ai envie, c'est de transmettre en fait à mon équipe, aux gens que j'appelle les authentiques dans mon équipe, qui sont des gens formidables, vous faites partie d'ailleurs, et transmettre, parce que je crois que c'est la plus belle chose qui existe. Et quand vous parlez de VTE, volontariat territorial d'entreprise, c'est 3 choses essentielles. D'abord, la solidarité. Et on l'a vu pendant cette période-là. La France est un pays merveilleux parce qu'elle est solidaire. Ensuite, c'est l'utilité. Tous les matins, quand on se lève, c'est de se dire à quoi je vais pouvoir être utile. Mais je peux vous dire que chez BPI France, de se dire on va pouvoir accompagner ou permettre d'accompagner avec l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs à qui je rends hommage de BPI France, des entrepreneurs, c'est clé. Et puis, un mot qui est clé, parce qu'il y a des fois des gens qui critiquent, qui font ci, on n'a plus le temps de ça, c'est la bienveillance. Donc derrière ça, BPI France, les différents ministères, les régions, les écoles, les entreprises, on s'est dit, l'avenir c'est les jeunes. Les jeunes, c'est les diplômés, c'est les étudiants Bac+2, c'est des gens qui méritent d'avoir des postes à responsabilité. Quand il y a eu cette pandémie-là, beaucoup d'entreprises ont dit on bloque tous les recrutements, y compris chez les jeunes. Vous vous rendez compte ? On a créé même dans la vie les restos du cœur pour les jeunes. C'est pas admissible. T'es d'accord ?
Bon, donc dans ce cadre-là, il faut donner des responsabilités. Au moment où ça va le plus mal, il faut être solidaire et donner des responsabilités. Donc ces jeunes talents, ces jeunes VTE, ont des nouveaux projets pour les entreprises, des nouveaux regards pour se transformer, la transformation, l'ATE, la transformation digitale, énergétique, écologique, tout ce que vous voulez. Et moi, je pense qu'un jeune qui rentre aux côtés de Dominique Maucly, par exemple, ou de vous qui êtes là, chef d'entreprise, c'est formidable parce que tu vas leur apporter toute ton expérience. Et eux vont t'appeler et t'apporter toutes ces nouveautés. C'est ça qui est magique. Et donc, vous avez toutes les informations, parce que je vais rester des heures et des heures quand on a créé ça avec Nicolas. C'est merveilleux. VTE-France.fr, c'est l'adresse qu'il faut donner. Et je voulais aussi saluer également mon ami Thibaut Gullet, le haut-commissaire qui a lancé Un jeune, une solution, qui est aussi merveilleux, qui est en fait la mise en relation, ni plus ni moins, entre les entreprises et les jeunes, à la recherche de quoi? D'un emploi, à la recherche de quoi? D'une formation, à la recherche de quoi? D'une mission. Ça, si on n'est pas capable de le faire pour notre jeunesse, il faut qu'on arrête. Et on n'a pas envie d'arrêter. On a envie d'accélérer. Patrice, si je me permets de rebondir, en fait, vous mettez à disposition des territoires et des entreprises des outils qui sont des outils fantastiques. Mais je voudrais dire aux entrepreneurs qui nous écoutent que ces outils, il faut vraiment les utiliser parce que l'industrie se territorialisera, les entreprises se territorialiseront si on est capable de faire ce que j'appelle de la transition écologique et du digital inside. Et ça, les jeunes savent le faire parce qu'ils sont nés avec le digital, ils sont nés dans leur trip avec la transition écologique. Et nous, on a beau raisonner, on raisonne dans des modèles qui sont des modèles malgré tout décalés et on a besoin de ces jeunes pour venir nous apporter toute cette valeur. Parce que quand on raisonne digital, on revoit le fonctionnement de l'entreprise. Et moi, ce qui m'embêterait, c'est qu'après la crise qu'on vient de vivre, alors que tout le monde a pu travailler en distanciel, etc., on revienne au vieux modèle, qui est le modèle de l'entreprise, où en fait les cols bleus d'aujourd'hui, ce sont en fait les cols blancs. Et c'est ça qu'il faut changer et qui va permettre à la fois de régionaliser, de redévelopper des entreprises locales, et puis de réinventer le modèle de l'entreprise qui aujourd'hui est hérité simplement de la période pré-industrielle, j'ai envie de dire. Donc c'est ça qu'on est en train de changer. Préhistorique presque. Préhistorique, si tu veux. Si tu veux. Mais oui, préhistorique, franchement. Aller à l'usine ou aller au bureau tous ensemble et tous les matins à la même heure, c'est préhistorique. Merci. Donc, moi, j'insiste auprès de tous nos auditeurs. Donc, on a beaucoup et téléspectateurs. On a beaucoup parlé du VTE. Donc, j'imagine que les VTE vont décoller là. Ben oui, on a déjà plus de 1000. Toi, tu le pousses auprès de tes partenaires, tes fournisseurs, tes clients. Vous êtes un des premiers d'ailleurs à avoir des VTE. Donc, on compte sur vous. Donc, j'en profite encore une fois pour vous dire que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Et en fin d'émission, on y reviendra. Vous avez parlé du digital inside. Donc, je vais tout de suite faire la transition avec Patrice. Patrice, on sait très bien qu'avec la crise, les entreprises ont compris l'importance du digital. Et la transformation numérique, elle s'est accélérée dans tous les secteurs, y compris l'événementiel. Alors, on sait très bien que BPI France, et vous organisez donc tous les ans 444 événements. Donc, comment vous avez innové cette année ? On a l'impression de dire qu'on a pris le digital parce qu'il n'y avait rien d'autre. Moi, je vais être plus direct que ça. Le digital, ma chère Galia, il nous a sauvés. On n'a annulé aucun événement avec une équipe événementielle incroyable. Vous citez 444 événements par an, plus que de jours qui existent dans une année. Et en fait, on a tout maintenu. On a maintenu le travail, on a maintenu les réunions, on a maintenu les visios, on a maintenu le Doliprane aussi le soir. Parce que quand on fait beaucoup de visio, on devient un peu fatigué. Et voilà. Et on a digitalisé nos événements, comme on le fait là en ce moment. D'habitude, on avait une centaine de personnes qui auraient pu venir, etc. Mais on en avait 100, peut-être qu'on en a 300, 400 qui vont regarder au global. Donc on va gagner même en audience. BPI France, j'insiste bien, durant cette période-là, n'a annulé aucun événement. Aucun. Tous ont été repensés. Tous. Le Big Tour. Ça a été énorme. 19 millions de personnes nous ont suivis sur le digital. 19 millions. Là, quand vous voyez la conférence qu'on va lancer le 18 mai prochain, c'est-à-dire où tu seras, Dominique, puisque tu es un des partenaires fidèles, voilà, c'est ça. Le concept, c'est même de dire 80 personnes, 80 minutes. Ça veut dire 1 minute par personne. Ça, c'est le concept du 18 mai. Et puis le Big 6. Le Big 6. D'un événement où il y avait 52 000 personnes. On est devenu le plus grand plateau de télé d'Europe.
avec quasiment 18 millions de personnes qui ont suivi en direct et en replay. C'est ça, savoir se réinventer. Et il faut le faire sans attendre. D'ailleurs, le format de la claque est un nouveau format. C'est la force en commun des entreprises hors du commun. Ça, c'est excellent, ça. Absolument. Un grand merci, Patrice et Dominique, pour votre éclairage sur tous les sujets qu'on a pu aborder, qui étaient, j'en suis convaincue, très pertinents pour l'ensemble de nos auditeurs. On va passer aux questions. Donc, je vais demander à Christelle Pacari, qui est donc en fait ma collègue dans l'équipe Excellence, qui va vous poser directement les questions. Des auditeurs. Absolument. Donc elle va nous rejoindre. Voilà. Christelle, ça va être à toi. Qui rentre sur le plateau, qui a enlevé Absolument. son masque, voilà, Donc, je vais qu'il avait juste pouvoir- avant hors du plateau. Bonjour à tous et merci à tous nos internautes pour votre participation. Nous avons une première question pour Dominique Mocli. Une question un peu provocante. Mhm. Dominique, y croyez-vous vraiment ? Pensez-vous que les choses peuvent bouger ? Non seulement j'y crois, si j'ai écrit ce livre, c'est pas juste pour le plaisir d'écrire un livre, c'est parce que j'y crois, et non seulement j'y crois, mais j'y mets toute mon énergie. Si on est là ce matin, c'est aussi pour ça. Alors, j'ai dit deux choses qui sont tout à fait fondamentales dans les quelques explications que j'ai données sur le livre. Le premier, c'est qu'il faut casser les modèles anciens. Ce sont ces modèles qui nous amènent aujourd'hui aux limites de la mondialisation. Et quand je parle limites de la mondialisation, je parle aussi des limites de la démocratie. Et c'est ça ce qui est en jeu derrière la mondialisation et son développement tel qu'on pourrait imaginer qu'il se fasse si on ne changeait rien. Donc ça, c'est tout à fait important. Le deuxième, c'est qu'on a les outils. Et je vais juste prendre un exemple. Autrefois, un agriculteur, alors je ne parle pas des industriels, je parle aux agriculteurs. Autrefois, un agriculteur, il n'avait pas 36 choix pour vendre ses produits. Il était obligé de passer par les grandes chaînes de distribution parce qu'il n'avait pas accès au client final. Et donc, il était obligé de mettre ses produits dans une chaîne et puis de discuter avec quelques grandes centrales d'achat. Et ces grandes centrales d'achat, elles lui disaient c'est à tel prix qu'il faut pratiquer, etc. Aujourd'hui, grâce au digital, en fait, il peut créer son propre réseau de distribution avec quelques collègues. Et le sentiment social et la sociabilité aujourd'hui et l'acceptation de ces modèles complètement locaux fait qu'il va vendre ses produits, il va les vendre en vente directe. Donc, c'est ce genre de choses. Je vais prendre un autre exemple qui, à chaque fois... Alors, les gens me disent on ne peut pas changer les centres-villes. Mais le centre-ville, c'est un hyper-supermarché, sauf qu'il faut s'en occuper. Et s'en occuper, on peut le faire. Il faut d'abord animer les centres-villes. Et puis, on a la possibilité de créer ce que j'appelle des monnaies locales. Quand on fait des chèques cadeaux, quand les entreprises mettent à disposition de leurs employés des chèques cadeaux qui se vendent, ou qu'on peut utiliser en tout cas dans un certain nombre de magasins, c'est de l'économie locale, organisée pour le local, et qui permettent de faire ces changements. On n'est pas qu'à l'extérieur, dans les grands supermarchés, on est aussi dans la vie qui est la vie du centre-ville. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse tous et qu'on s'y engage. Nous, c'est ce qu'on pousse tous les jours. On pousse l'idée qu'on peut changer les modèles et pour autant pas mettre à risque le modèle global, qui est un modèle qui est très bon, mais en même temps, il ne peut pas se développer sans en même temps remettre la vie là où elle est. On ne peut pas juste vivre dans un monde économique, il faut aussi vivre et vivre tous ensemble. Voilà. Donc j'y crois. Voilà. Merci Dominique. Merci. Alors, une autre question. Si on devait donner une définition de la mondialisation à la jeune génération, laquelle serait-elle ? La mondialisation, c'est la mise en commun de l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle a une vocation, c'est de nous faire grandir tous ensemble vers un mieux vivre. Voilà. C'est ça ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, vous allez me dire, c'est une grande théorie, Non, c'est pas une grande théorie, c'est le bien commun, on le construit ensemble et on sait que toutes les intelligences permettent de le faire. C'est très puissant, parce que c'est ce qui nous permet, en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'être en paix. Et quand j'écris la mondialisation décompressée, c'est aussi parce que je dis, il y a un ou deux petits signes qui me montrent que si on ne change pas de paradigme, en fait, la guerre économique peut se transformer en un autre type de guerre. Quand je vois, par exemple, l'utilisation qu'on fait de l'intelligence artificielle et cette espèce de combat qu'on voit entre la Chine d'un côté, les États-Unis, etc.,
Mais je dis, mais l'intelligence artificielle, il faut surtout l'utiliser pour la résilience du système. Notre système, il est en général construit autour de la performance, c'est-à-dire on essaie d'aller plus vite, plus loin, plus vite. C'est comme ça que le Crown Prince a perdu la guerre de 14. Exact. Alors, ce qu'on fait, eh bien, on utilise l'intelligence, on utilise les technologies pour faire en sorte de rendre le système plus résilient. Et c'est un des combats du digital. Ouais. Aujourd'hui, on nous dit les grands GAFA. Oui, ce sont des gens qui ont un pouvoir exceptionnel aujourd'hui. Eh bien, un de leurs challenges, c'est de répartir l'intelligence qu'ils ont sur les territoires. Et si on revient, si tu me permets, Oui, je t'en prie. vous me permettez, Christelle, Ouais. si on revient sur les jeunes, et on dit ils ont la trouille de la mondialisation. Non, ça on leur fout la trouille de la mondialisation. Donc si on avait un hashtag à mettre, justement par rapport à votre question sur les jeunes et la promesse qu'on a leur donnée, c'est cette génération, qui est une positive génération, de leur faire un hashtag « génération même pas peur ». Exactement. Hashtag même pas peur, c'est ça ce que tu dis. Tout à fait. Et de toute façon, cette mondialisation, ils l'ont dans leur gène. Et une des choses dont on les a privés au travers de la crise du Covid, c'est justement les voyages, les partenariats en entreprise, le fait qu'ils puissent aller faire des stages. Et ça, il faut le recréer très très vite, parce que sinon on enferme chacune des populations à nouveau dans un cercle géographique. Donc c'est pour ça que la mondialisation décompressée, c'est surtout pas l'anti-mondialisation. C'est les signaux faibles de la mondialisation qui montrent que quelque part, il y a des choses qui vont pas bien. Ceux-là, il faut les traiter. Et la meilleure façon de les traiter, c'est en fait de remettre le terrain directement au centre de la mondialisation. Et c'est ça ce que je prône dans le livre. Alors, une autre question. Qu'apporte le partenariat de BPI France à Terrega? Alors, le partenariat de BPI France, pour nous, on est une entreprise de taille moyenne. Concrètement, on fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est régional, etc. On n'aurait pas pu lancer la dynamique autour de la réindustrialisation en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, comme on le fait avec le Big Tour, s'il n'y avait pas eu l'outil Big Tour. De la même manière, si le message qu'on porte qui est donné ou faites la place aux jeunes en entreprise, que ce soit des jeunes diplômés en apprentissage, etc., sans la dynamique et la mécanique BPI, nous, on ne peut pas fonctionner. Donc, moi, je saisis les opportunités. Il se trouve qu'on se connaît bien, Patrice. Donc, quand je vois les outils mis à la disposition de nos entreprises et des autres entreprises sur l'ensemble des territoires, je dis chapeau et je prends. Donc, voilà ce que je prends chez BPI. L'autre élément qui est clé dans le dispositif mis en place par BPI, c'est la façon dont vous abordez la communication au niveau du terrain. Aujourd'hui, la communication, elle n'existe pas, en fait, entre les territoires et le central. On voit une grosse masse de communication au niveau national, puis localement, on a un certain nombre de discours, mais en fait, c'est le même discours qu'on veut construire. Et ce discours, il doit écouter le terrain. Donc, quand je vois aussi le Big Tour, c'est je vais sur le terrain, à la rencontre des gens, là où ils sont, au moment où ils sont. Et ce n'est pas en leur envoyant des messages par la télévision ou par les réseaux sociaux qu'on les convainc. C'est en allant discuter. Donc, les outils que vous mettez à disposition sont des outils qui sont des outils de dialogue près du terrain. Et c'est cela qu'on doit construire. Alors, dans notre relation, nous, entre entreprise et la collectivité au sens large, moi, un de mes combats, c'est de faire en sorte que tout le monde considère que les entreprises industrielles, ce n'est pas simplement des accidents du travail, etc. Les entreprises industrielles, c'est le futur, c'est des métiers modernes, c'est de la technologie. Donc, c'est ça ce que j'ai besoin d'apporter. Pour ça, il me faut des vecteurs. Et BPI France est là. Puis après, il y a plein d'autres choses. Je n'ai pas nécessairement besoin des prêts de BPI France, compte tenu de la nature de nos activités, mais il y a plein d'entreprises qui reposent sur la relation. L'accompagnement en particulier. L'accompagnement, y compris à l'export et y compris au national. Donc, il y a tout un tas d'outils, mais pour ce qui est de Terrega en particulier, sans l'outil Big Tour, French Fab, French Tech, moi, mon effet de levier sur le territoire, il est très faible. Avec l'outil de BPI, je veux dire, ça devient tout de suite gigantesque et on peut faire plein de choses. Une question pour Patrice Béguet. Vous avez parlé tout à l'heure du Big Tour. Est-ce que cette tournée est aussi le moyen de libérer les énergies créatrices de nos territoires? Je pense que tu as répondu presque à la question. Évidemment, c'est-à-dire que quand on a créé le Big Tour, on ne l'a pas créé, on l'a co-créé. On l'a créé avec les régions, avec les villes, avec les entrepreneurs. On a co-construit des choses. Même l'escape game, vous voyez, qu'on a mis en place, on l'a fait ensemble.
sur les fonds marins, peut-être que demain on fera l'espace. En fait, moi je crois beaucoup à la co-création. Je crois aussi beaucoup, parce que vous parlez de cette édition, de cette année, je pense, Christelle, de 2021, mais je pense surtout aussi à celle qu'on a fait en 2020. Vous savez, on m'avait dit, mais tu la feras pas, vous la ferez pas. Bien sûr que si, on n'a jamais rien lâché. On a gardé la tête haute avec toute l'équipe, on a gardé le cap, on est allé de l'avant avec nos partenaires. Et nous avons fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 19 millions de personnes qui nous ont suivis. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, qu'est-ce qui est revenu ? La solidarité, la résilience, nos valeurs de simplicité, de proximité humaine quand on parle avec vous, de volonté, d'optimisme. Et tout ça sans jamais rien céder. Et surtout pas céder à l'obscurantisme, au pessimisme. Nous, quand on a eu plein de difficultés, on a vu chaque difficulté était pour nous une opportunité. Et donc, je tiens à saluer l'ensemble des équipes de BPI France, de la direction de la communication, d'Excellence, mais toutes les équipes sur le réseau qui font un travail extraordinaire au quotidien. Je vais vous dire une chose. On a vécu une guerre, on la vit encore. Vous vous rappelez, en 1945, il y avait les chars qui débarquaient dans les villes, et les gens applaudissaient, et les soldats sortaient, et il y avait une communion forte. Nous, cet été, à l'été 2021, en fait, vous allez avoir la caravane jaune qui va arriver dans toutes les villes, toutes les plages, et on va recommunier, on va revivre. En fait, c'est revivre la France. Et je dois dire d'ailleurs que le clip qui a été fait par l'Élysée, là, qu'on a vu diffuser, est un clip d'espoir, de bienveillance, de bonheur. En fait, c'est notre France, quoi. Et notre France, on l'aime. Ouais, et notre France, on la partage. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, de passer des moments comme ça, d'avoir jamais arrêté depuis la mi-mars. La première personne, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'était fin février ou début mars, fin février, qui m'avait dit tu vas voir, c'est une vraie saloperie durable. En me faisant la première fois un check comme ça, c'est Dominique Maucly. On était à Pau. Vous voyez, donc quand vous parlez de territoire, on était avec M. Bayrou à Pau, sur l'Open Terrega, et Yannick Noah, qui avait également avec nous. Je me rappellerai toujours de « oh, c'est pas grave, c'est tout ça, là ». Et en fait, il l'avait, c'est comme son livre, toujours un coup d'avance. Alors, le coup d'avance, on l'a quand on est entrepreneur et quand on est industriel, parce qu'on est obligé de penser les risques. En fait, on est obligé, quand on est un entrepreneur, d'aller vite, et en même temps, de faire cette prise de vitesse en gérant les risques. Et clairement, quand on avait fait ce Terrega Open Pau-Pyrénées, qui est d'ailleurs un superbe événement, là aussi c'est un événement de territoire, parce que dans les territoires, le sport c'est fondamental, donc tout ça est essentiel, mais on l'avait fait, mais on s'était dit, on est à la limite, là, il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas prendre de risque. Donc on avait mis du gel, je me rappelle. On avait pris les premières mesures essentielles en se disant, les masques Terrega. On va quand même pas... on va quand même pas faire cet événement et puis se retrouver avec l'ensemble de l'entreprise ensuite. Voilà. Donc voilà, l'entrepreneur c'est ça, c'est un monsieur qui doit penser le futur, qui doit aller vite et en même temps gérer le risque parce que sinon il entraîne son entreprise. Et la crise est un très beau révélateur pour ça. Alors une question pour vous, Dominique. Pensez-vous que la transformation énergétique va s'accélérer ? Elle va s'accélérer, et ça j'en suis sûr. Elle va s'accélérer, et là le discours qui est le discours porté par le gouvernement est bien le discours qui va se traduire dans les faits. La première option, c'est celle qu'on poursuit nous-mêmes, c'est l'optimisation énergétique. C'est-à-dire que toutes les entreprises doivent commencer par faire leur bilan énergétique et optimiser leur consommation énergétique. C'est facile à faire. Nous, on a lancé... Toutes les entreprises sont engagées dedans, mais nous, on a lancé en 2016 notre programme BI-positif, bilan environnemental positif. En 2025, on veut que l'entreprise soit positive. On a une démarche pour faire ça, éviter, réduire, compenser. Donc, on décline sur tous les systèmes. Et pourtant, on transporte du gaz naturel, on utilise des compresseurs au gaz, et tout ça, on les a optimisés. Avec de l'intelligence artificielle, nos compresseurs, on les optimise pas simplement pour pousser le gaz, maintenant on les optimise aussi pour qu'ils émettent le minimum de gaz à effet de serre. Voilà. Et cette année, en 2020, donc 4 ans après avoir lancé le programme, on est ce qu'on appelle neutre. Alors quand je dis neutre, c'est pas nous qui sommes neutres. Nous, on apporte notre neutralité au bilan carbone national, puisque c'est dans ces termes que l'ADEME a défini ça. Donc, premier élément, faisons notre job, réduisons nos émissions de gaz à effet de serre et du coup, prenons les options énergétiques qui s'imposent.
Et puis ensuite, il y a les nouveaux moteurs énergétiques. Et ça va prendre un tout petit peu plus de temps parce qu'il y a de la technologie. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas rater la première étape. Mais cette technologie, elle est en train de se déployer. Les plans déployés par le gouvernement vont permettre d'accélérer l'hydrogène, etc. Il faut le faire de façon pragmatique parce que derrière ça, il y a des coûts énormes. Il ne faut pas justement accélérer la rupture entre le terrain et ceux qui pensent cette transformation énergétique. La transformation énergétique, il faut bien voir aussi que c'est un chamboulement total dans notre système fiscal, hein, parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la fiscalité du pays relève des produits pétroliers. Donc voilà, il faut imaginer tout ça. Donc oui, les technologies, ça c'est la deuxième, après nos réductions, c'est les technologies, et puis les usages, parce que pour pouvoir tirer la transition énergétique, il faut qu'il y ait des usages. Donc c'est là-dedans que l'ensemble de l'industrie, et nous-mêmes d'ailleurs, nous engageons. Merci. Alors, une question de nos internautes pour Patrice, qui revient sur les partenariats sportifs. Patrice, quel rôle peuvent jouer les clubs sportifs pour dynamiser les territoires ? Ah, mais c'est un point commun qu'on partage, hein. Puisque toi-même, tu as créé avec Dominique un bel événement, hein, en région, à Pau, dans le monde du tennis. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que plus que jamais, on va avoir besoin, cette sortie de crise, du sport. On a vu pendant la crise, les gens se sont même découverts eux-mêmes au sport. On fait du sport chez eux pour entretenir la forme, pour éviter les kilos, etc. Nous, dans les clubs sportifs, c'est pas que le sport qu'on voit, c'est la dynamique entrepreneuriale. On va lundi, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez les moyens de le mettre, le lien en direct pendant qu'on est en train de parler. Lundi, on va se retrouver dans un autre territoire qui est pas Pau, qui est Lille. Hop, on monte dans le nord. Nous serons avec Olivier Létang, qui a été distingué comme l'un des meilleurs présidents de clubs français, dans le football certains, mais dans tous les clubs. C'est un jeune président de club qui a amené le Paris Saint-Germain où on sait, qui a amené Rennes où on sait, qui aujourd'hui préside Lille, et on sait où ils sont. Ils sont en tête du championnat de France de première division. On ne s'arrêtera pas qu'au football, mais on s'arrêtera au sport collectif. La force commune des entrepreneurs, la dynamique des territoires est fondamentale. Et donc, dans chacun de ces clubs, nous publierons une liste d'une 50aine, lundi matin à 11h, en direct de Lille. On des clubs entreprises. Derrière chacun de ces clubs, c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600 entreprises. Au total de ces 55 clubs, c'est 16 000 entreprises qui accompagnent, qui organisent des challenges, qui font des coach and you aussi avec vous dans les territoires. En fait, ces énergies cumulées, croisées de notre territoire sont exceptionnelles. Donc derrière le sport, il y a l'économie. Derrière l'économie, il y a l'ampleur nationale. Derrière l'ampleur nationale, il y a la mondialisation. Derrière la mondialisation, il y a le développement. Et une fois de plus, l'export fait vivre. Et ensemble, ce possible français, un possible, 2, 3, 4, 5 possibles, sera toujours français. Donc moi, le maître mot que j'ai envie de dire, il est très sportif. Nos entrepreneurs qui nous regardent et qui nous écoutent sont des sportifs de haut niveau. Nous, on les accompagne. On est un peu le Clairefontaine des entrepreneurs, parce qu'on est un peu un centre d'entraînement, avec tout ce que fait le réseau Excellence, les équipes d'accompagnement. On est à la fois, j'allais vous dire aussi, le Intersport ou le Sport 2000 ou le Go Sport, parce qu'on les équipe, tu en parlais tout à l'heure, avec l'ensemble des produits, des services, de financement, d'investissement, d'innovation et tout le reste. Ce que fait Marie, en particulier Marie à l'INPEX, avec les régions, avec l'entrepreneuriat pour tous, c'est très proche du monde des clubs. Les quartiers, c'est très proche du monde des clubs. Combien de joueurs de haut niveau, joueuses et joueurs sont issus des quartiers ? Tout ça est intimement lié. En fait, ça c'est la France. C'est la France qu'on aime, c'est la France qui dit en avant, c'est la France qui dit demain se joue maintenant. Si je peux me permettre de rebondir, tu as parlé de l'événement qu'on organise au mois de février, qui cette année aura lieu au mois de novembre, qui est le Terrega Open Pau-Pyrénées. Alors, nous, quand on fait ces événements, il y a un aller-retour. C'est-à-dire que non seulement on est partenaire de l'événement, mais on utilise l'événement pour nos événements économiques. On fait nos réunions fournisseurs, on organise un forum autour des métiers du sport, parce que le sport, c'est les athlètes de haut niveau, mais c'est aussi tous les métiers qui tournent autour. Il se trouve qu'à Pau, on a une école de formation justement au métier du sport. Donc, voilà une façon de fédérer concrètement, localement. Puis l'autre élément qu'on utilise systématiquement dans nos relations avec les clubs sportifs, ce sont la relation qu'eux-mêmes nous amènent
en entreprise. Si on a pu résister à la crise comme on a résisté, c'est aussi parce qu'on a mis en place ces programmes sportifs dont on parle. Nous, on a notre programme de gymnastique, de coach sportif, etc. Parce que quand on est à la maison, ça ne se passe pas comme quand on est dehors et qu'on peut bouger. Eh bien, ceux-là, on les a construits avec les clubs avec lesquels on est partenaire. Donc, c'est vraiment un aller et retour continu. Et puis, dans les territoires, je veux dire, les clubs sportifs, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Ouais. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Et saluer aussi un autre secteur dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le secteur des banques. Moi, je tiens à saluer l'ensemble des banques qui font partie des héros, parce qu'on parle du prêt garanti par l'État, des fonds de solidarité, etc. Ils ont fait un travail remarquable, et on voit les banques et le sport, la BNP avec le tennis, la Caisse d'épargne avec le handball. En fait, le secteur bancaire a vraiment préempté également, depuis des années, le monde du sport, parce que très territorial, très entrepreneurial, et puis très vivant, je vais même vous dire très vivifiant. Et dans des périodes, comme tu le dis très bien, Dominique, qu'on vit là, on en a encore plus besoin. Ouais. Merci. Une question pour Dominique. La digitalisation n'est-elle pas au contraire en train d'accélérer la mondialisation ? Eh bien, c'est effectivement un des chapitres du livre qui est la digitalisation. Elle a deux aspects. Elle a l'aspect création des Big Five qui, eux, concentrent du savoir, etc. Et puis, en même temps, elle est indispensable. Nous-mêmes, on a fait le saut, c'est-à-dire quand je suis arrivé, on avait un système informatique qui était un peu vieillissant. On a décidé de partir dans le cloud, de bien séparer, etc. Mais ça veut dire que, bien évidemment, on s'appuie sur des infrastructures qui sont eux-mêmes des très grands. Alors, pour les infrastructures, pour avoir des infrastructures performantes, sécurisées, etc., on va forcément, comme dans tout domaine d'infrastructure, avoir un effet de concentration. Mais pour des effets de résilience, et c'est là où les États ont un rôle à jouer et les entreprises ont un rôle à jouer, pour des effets de résilience, on va être obligé de régionaliser ces infrastructures. Et nous-mêmes, nos infrastructures, elles sont mondiales, puisqu'elles reposent sur de grands opérateurs, mais en même temps, les centres de calcul ou les infrastructures associées, elles sont en Europe aujourd'hui. Elles sont, et on l'a discuté, et on voit bien que nos grands infrastructeurs sont en train de localiser un certain nombre de ces infrastructures en France, à droite et à gauche. Donc, bien évidemment, il y a cet aspect globalisation. On est obligé d'utiliser des systèmes qui sont un petit peu des systèmes identiques, mais en même temps, un des éléments essentiels de la résilience de système, c'est le fait qu'il se régionalise tout en étant global. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, une partie de l'intelligence du digital va être de faire fonctionner ces systèmes qui sont un petit peu plus autonomes. Le monde est écrit dans ce sens-là. On a commencé par l'informatique centralisée, puis après tout est devenu décentralisé. Et bien c'est pareil dans le digital, qui est le digital qu'on connaît aujourd'hui. Ça s'écrit toujours dans ce sens-là. Bon, il faut juste maintenant écrire la page qui consiste à passer des Big Five aux Big 25 ou 50, mais qui seront peut-être centralisés du point de vue capitalistique, mais décentralisés du point de vue des usages. Donc finalement, une entreprise qui est responsable dans le sens RSE du terme doit aussi être résiliente. C'est un des sujets que je traite dans le livre. Je pense qu'il faut que la RSE s'étende à ce que j'appelle la résilience. Aujourd'hui, quand on parle responsabilité sociale et environnementale, on parle de l'environnement, on parle effectivement des investissements qu'on peut être amené à faire en accompagnement des activités locales, des énergies dans les territoires. Nous, c'est un de nos axes, comment soutenir justement ceux qui ont plein d'idées. Dans la partie responsabilité d'une entreprise, faire son analyse critique de ses points faibles en termes de chaîne logistique, en termes de, finalement, et si je disparaissais demain, qu'est-ce qui casse ? Je pense que ça fait partie complètement de la RSE et de la façon dont chacune des entreprises doit aborder ça. C'est pour ça que je qualifie ça dans le livre, je dis il faudrait que ça devienne de la RSE S. S à cause de sécurité, etc. Bon, les médicaments, typiquement, c'est un exemple où on a basculé dans un monde où les supply chains ne sont plus chez nous. Bon, qu'est-ce qui se passe si les supply chains s'arrêtent ? On a la même chose sur les composants. Donc, les composants électroniques, aujourd'hui, ça repose sur un certain nombre de matériaux, sur un certain nombre d'usines. Elles sont relativement centralisées dans le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Heureusement qu'on a ST Microelectronics en France. Exactement, donc on a ST Micro. Mais demain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que demain, il faut, compte tenu de ces terres rares, ces matériaux un petit peu rares, l'industrie de recyclage devient clé. Là, on est très bon. Donc, surtout quand vous importez un matériel, même si vous l'importez aujourd'hui, n'imaginez pas que vous allez le mettre à la poubelle demain. Demain, l'industrie du retraitement et du recyclage de tous ces composants qui finalement finissent par recréer des matières essentielles pour les usages de demain deviennent clés.
Et là, en France, on est bon, mais il faut simplement y aller franchement et sans barrière, hein. Là, il faut faire des investissements qui sont des investissements technologiques pour être capable de tout recycler. Alors ça, c'est mon tropisme Areva. Je veux dire, dans le nucléaire, là aussi, il y a de temps en temps des débats, mais en France, on a une technologie de recyclage de combustible qui est unique au monde, parce qu'on l'a voulu pour permettre à notre système nucléaire de fonctionner. Voilà, ça fait partie des choses qui sont des atouts de notre grande maison. Alors, une dernière question pour Patrice. Nos internautes sont déjà en train de nous remercier pour cette émission. Ils aiment nos événements et nous demandent quelles sont les prochaines dates. Oh là Est-ce que vous avez une heure devant vous? Il y en a 420, il y en a plein. Vous savez, on fait beaucoup d'événements Excellence, comme vous le savez, donc il faut rester sur le programme Excellence en permanence. Et puis, je crois que c'est tous les 15 jours, vous envoyez une newsletter avec Alexandre, donc on a tout. Les gros événements, moi je vous disais, lundi, on va faire un événement important à Lille avec les 55, je crois, présidents de clubs de toutes les régions de France. Même ça va jouer Singapour également. On est même dans les DOM également, en Guadeloupe. Donc ça va être quelque chose d'important. Nous allons le 18 faire la conférence de lancement, le 18 mai, conférence de lancement du Big Tour, auquel Dominique va participer, et présidé par Nicolas Dufour, notre directeur général, pour lancer en fait, ni plus ni moins, 2 mois avant, puisqu'on démarre le 16 juillet jusqu'au 20 août, on va avoir 24 dates, hein. Donc c'est vrai, un gros Tour de France en un seul mois. Comme tu disais tout à l'heure, il faut aller là où les gens sont au moment où ils sont. Exactement. Donc ça va être le cas. Le Big, ça va être le 7 octobre. Ça, c'est les gros événements, mais il y en a partout. Il y en a dans les territoires. Moi, je vais aller à Antibes. J'ai fait l'autre jour, j'étais à Rouen. Il y a des événements très importants qui se font partout. Nous souhaitons également développer avec Paul-François Fournier tout ce qui est autour de la Deep Tech. Donc le Deep Tech Tour va continuer. J'ai parlé tout à l'heure du French Fab Tour à l'automne. La tournée des quartiers. En fait, on fait beaucoup de tournées. J'ai envie de vous dire, en fait, et de répondre à la personne qui me pose la question, on est parti à fond et on accélère. Voilà, c'est ça sur les événements. Bravo. Merci Patrice. Alors, nous avons encore une question pour Dominique. Bon. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Oui. Alors, une question pour mettre la mondialisation aussi par rapport à l'enjeu européen. Et qu'est-ce qui manque à l'Union européenne pour y arriver? En fait, l'Union européenne aujourd'hui, elle a un modèle qui est un modèle qui n'est pas complet. Concrètement, on a construit l'Union européenne autour d'un modèle économique et il lui faut un peu de politique. Donc, pour être un vrai acteur dans la mondialisation, il faut un petit peu plus de politique qu'il n'y en a aujourd'hui. Et donc, ça va venir, hein, petit à petit. Et puis, je pense qu'il faut qu'elle affiche, et là, elle a commencé à le faire, et je pense que c'est un vrai élément qui sort de la crise. Elle commence à afficher son ambition, et son ambition en particulier du modèle industriel et du modèle économique qu'elle a envie de développer. C'est ce modèle qui doit faire un petit peu la part des choses entre le modèle chinois d'un côté, qui est très capitalistique mais centralisé et dirigiste, et puis le modèle américain qui lui-même est très capitalistique et uniformisé. Donc je pense que la diversité, c'est ce qu'on est en train de construire, et une diversité qui est très proche du terrain et de l'environnement. Bon, le problème de la souveraineté digitale, c'est un élément essentiel qu'il va falloir construire, mais si c'est ce modèle-là que l'Union européenne pousse, en particulier sur ces territoires, mais aussi avec quelques partenaires. Aujourd'hui, tout est une question d'équilibre. On le voit, par exemple, aujourd'hui, avec la relation que la Chine essaie d'avoir avec l'Europe, etc. Bien, nous, nos alliés traditionnels, ils sont plutôt au sud. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent qu'on ne peut pas laisser aux 2 grandes puissances. Donc, il y a aussi cette dimension internationale qui est importante. Mais déjà, centrons le discours de l'Europe sur les 2 challenges, la transition écologique, la transition numérique, et puis cette cohésion sociétale. Et je pense que là, on sera un modèle. Un modèle et un modèle à suivre, en tout cas qui entraînera un vent d'intérêt pour les 2 autres gros blocs que je vois se dessiner par ailleurs. Une question qui revient pour vous demander, les grands groupes peuvent-ils réellement s'implanter en région? Alors, les grands groupes, il y a 2 challenges quand on veut s'installer en région. Si vous prenez, je vais prendre un exemple qui est l'implantation, par exemple, d'Airbus à Toulouse. C'est un superbe mouvement, sauf que ça déséquilibre, compte tenu du volume que représente Airbus dans la région, ça déséquilibre
l'économie locale et tout un tas de paramètres. Donc, on peut parfaitement décentraliser les grands groupes, les organiser. Il faut juste que ce soit négocié et organisé dans le temps pour permettre au territoire d'avoir le temps de s'adapter, de construire des infrastructures, de faire en sorte que les prix de l'immobilier ne grimpent pas comme des fous du jour au lendemain. Mais ça peut s'organiser. Et puis surtout, le message que je fais passer aux grands groupes, c'est que arrêtez de penser que parce qu'on est à Paris, on a son siège à Paris, alors du coup, on a tous les pouvoirs. Oui, bien évidemment, le pouvoir politique est par là, les pouvoirs financiers sont par là, etc. Ce qui est important d'avoir en région parisienne, ce sont les relations institutionnelles. Ce sont des gens qui ont justement les relations avec ceux qui définissent le cadre dans lequel on travaille. Mais franchement, avec le digital aujourd'hui, si vous n'êtes pas à Paris, pour une partie de vos équipes, vous pouvez parfaitement avoir un siège qui est installé en province. Et là, du coup, vous avez un vrai impact. Mais un siège, ce n'est pas nécessairement 10 000 personnes. Un siège, ça peut être 500, 600, 700 personnes, mais ça crée une bouffée d'oxygène dans le territoire dans lequel vous vous installez qui est colossale. Nous, naturellement, on est installé à Pau, notre siège est à Pau, donc on a nos relations institutionnelles ici. Donc ce modèle, on le vit. Il se trouve qu'il était dès le départ imposé, puisqu'on est un héritier d'Elf-Aquitaine, donc Aquitaine, Pau, etc. Mais je le vis, ce modèle, c'est quelque chose que j'ai accepté de faire en prenant la tête de Teréga. Mais c'est une vraie bouffée d'oxygène, à la fois pour moi, c'est-à-dire que quand je suis à Pau, c'est une vraie bouffée d'oxygène, et en même temps, il n'y a pas de difficulté à construire la relation centrale qu'on peut avoir avec BPI, avec les ministères, à partir du moment où on a un vrai rôle. Et ce rôle, on l'a construit sur toutes les dimensions économiques, sociales, environnementales. Une question qui vient à la suite et qui fait référence à l'ouvrage d'Alain Mingue. La mondialisation peut-elle être heureuse ? Je crois qu'il ne faut pas plaquer mondialisation d'un côté et heureux. Le heureux, il est lié à plein d'autres choses que purement la mondialisation. Le heureux, il est lié au fait qu'on a de bonnes relations familiales et ce n'est pas nécessairement lié à la mondialisation en tant que telle. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Je sais que la mondialisation est globalement bonne pour l'équilibre de la planète et l'équilibre des forces sur la planète, sous réserve qu'on traite un certain nombre de sujets. Et puis après, le heureux, nous on est heureux, et on n'a pas besoin de mondialisation pour ça. À la limite, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui vivent sans être connectés à rien, qui sont très heureux comme ça, et je ne veux surtout pas les en priver. Merci Christelle, c'était peut-être la dernière question ? Très bien. Très bien, merci. En tout cas, j'incite tous ceux qui nous ont suivis en direct, donc en fait à vous procurer le livre de Dominique, parce que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Merci. Dominique, pour conclure, et puis je poserai la même question à Patrice, quel est votre message aux entrepreneurs de la communauté Excellence ? Mon message, il est tout simple, c'est un message de confiance. Je reprends le même mot que celui de Patrice tout à l'heure. Ce livre, c'est un livre d'optimisme. On est en train de vivre une transformation, et cette transformation, elle s'accélère grâce à la crise du Covid-19. Bon, on a vécu des moments qui sont difficiles, on a chacun relevé les challenges comme on a pu le faire avec nos propres moyens. Mais derrière ça, si on emprunte cette voie, et si on est capable, tous ensemble, d'adapter et de juger, en la regardant en face, la mondialisation telle qu'on la vit sur le plan économique, et bien là, je pense qu'on a gagné. Et quand je dis, il faudra avancer, mais je pense qu'on aura fait un grand pas. Merci Dominique. La même question pour vous, Patrice ? Je pense qu'il y a une chose qui est capitale, c'est d'aller de l'avant. Moi, mon entraîneur, à l'époque, au volleyball, je vais faire une analogie avec le sport, me disait, mais attends, tu sautes très haut. Alors, je suis petit, parce que pour le volley, je fais 1m76, donc c'est tout petit, mais j'avais une énorme détente. En fait, pour aller encore plus loin, aller chercher les balles, lâche le bras. Et en fait, cette phrase-là, de lâche le bras, j'ai envie de vous le dire à vous, les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'avec confiance, avec vos valeurs, avec le jamais céder, avec la foi que vous avez au fond de vous, allez de l'avant, en avant. Et la thématique de Big cette année, j'en profite pour l'annoncer en direct, choisie par Nicolas Dufourcq, c'est conquérir. Alors, partez à l'attaque des géants, et conquérir, c'est pas notre mot, c'est vos actions. Bravo. Merci beaucoup Patrice. Merci beaucoup Dominique. En tout cas, un grand merci à vous deux pour ce débat très pertinent, pour l'ensemble de nos entrepreneurs qui nous suivent en direct.
Moi, je tiens à remercier également toute l'équipe de la communication, toute l'équipe Excellence, que je représente aussi d'ailleurs aujourd'hui. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos besoins business, pour accélérer davantage. Donc, faites appel à nous pour vous accompagner dans vos besoins de mise en relation. À très Je bientôt. voulais vous féliciter, Galia, parce que c'est votre première Oui, émission absolument. comme ça, en direct en tant que présentatrice. Ouais. On a décidé ça avec Ouais. Alexandre il y a à Lundi. peu près lundi, et c'est parti. Et Christelle, qui vient d'arriver dans l'équipe, elle a vu, voilà, c'est ça, Excellence. Excellence, c'est être entrepreneur, aimer entreprendre, et bravo à vous aussi. Merci beaucoup. Bravo Galia, merci. Merci. À très bientôt pour la prochaine plaque.